Bonjour, Jean-Philippe Collet de la Pitié. Je remercie les organisateurs des IGESFC pour leur invitation à parler sur le traitement anticoagulant oral par Antidisa après TAVI, et notamment vous faire un point sur l'étude Atlantis. Donc, comme vous le savez, les événements thrombotiques, mais également hémorragiques, dans le contexte du rétrécissement aortique qui va être traité par voie percutanée, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui sont communs à la fois au risque thrombotique et à la fois au risque hémorragique. Et il faut prendre en compte les deux pour évaluer en fait les meilleures options thérapeutiques. Alors vous voyez que lorsqu'on regarde la probabilité des événements, notamment des saignements et des AVC, ils sont directement proportionnels en fait au risque évalué par le STS score ou l'Euroscore. Et donc, vous voyez que quand on va du risque très élevé vers le risque faible, eh bien, on réduit de façon considérable ces événements. Et je pense que c'est à prendre en considération lorsque on veut décider du type de traitement antithrombotique. Et ceci, c'est vrai également pour les événements à 1 an. Mais vous voyez qu'il y a quand même une très forte eh bien, prédominance des événements hémorragiques dans cette population quand même fragile. Et on voit qu'il y a également de nombreux déterminants du risque, qui sont les maladies concomitantes et en particulier la maladie coronaire et la fibrillation atriale et l'antécédent d'AVC qui vont justifier plutôt un traitement par anticoagulation. Alors, il y a ensuite le device qui rentre en compte et on sait qu'il peut y avoir des thromboses de valves dont les mécanismes sont multiples et pas encore complètement bien compris. Mais vous allez voir que c'est quand même des événements qui sont rares. En tout cas, la thrombose de valve clinique, c'est moins de 0,6% de nos patients. Et en général, on ne passe pas à côté parce que les patients sont symptomatiques. Mais il y a les complications dites infracliniques, ce qu'on appelle les thromboses de valve infracliniques. C'est entre 4 et 13%. Elles sont peu visibles à l'ETT, mais c'est plutôt un diagnostic de scanner. Et vous voyez ici sur cette plaque, eh bien, les grades qu'on utilise pour évaluer eh bien, les thromboses de bioprothèse, et on considère qu'elles sont significatives à partir du grade 3, c'est-à-dire lorsque il y a une altération de la mobilité du feuillet valvulaire au-delà de 50%, et ça représente 2 à 3% des patients. Alors, leur lien exact avec les événements cliniques n'a jamais été établi, mais ce qu'on sait, c'est que il y a des facteurs prédictifs comme l'exposition au traitement anticoagulant, l'antécédent eh bien de bioprothèse et les petits diamètres de bioprothèse qui sont plutôt des facteurs favorisants, comme vous pouvez le voir sur ce travail de France TAVI. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la vraie vie, eh bien, en fonction eh bien que l'on utilise une valve chirurgicale ou une valve percutanée, eh bien, les traitements antithrombotiques utilisés sont très différents. Donc, c'est technique dépendant et c'est docteur dépendant. Et je pense que c'est assez intéressant. Alors, ce qu'on voit avec les antithrombotiques dans l'étude Partner 2, c'est que les patients qui n'ont pas d'anticoagulant ont quand même plus fréquemment des thromboses de valves infracliniques définies sur des gradients transprothétiques à plus de 10 mm de mercure, et c'est discutable. Lorsqu'on regarde l'effet des anticoagulants oraux directs sur les événements cliniques, c'est globalement un effet neutre parce que les effectifs sont trop petits pour pouvoir conclure et il faut attendre les études randomisées qui sont en cours. Alors, que nous disent les essais randomisés? Tout d'abord, ils nous disent que eh bien, lorsqu'on regarde les événements hémorragiques, eh bien, la bithérapie antiagrégante fait plus saigner que la monothérapie lorsqu'il n'y a pas d'indication de traitement anticoagulant. Et c'est vérifié dans des études randomisées comme notamment Popular TAVI. Et dans l'étude Galileo, on nous dit clairement que lorsqu'on traite les malades par des anticoagulants oraux directs par rapport à un traitement antiplaquettaire classique, le taux d'événements hémorragiques est plus élevé et également la mortalité est plus importante. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est monothérapie antiagrégante lorsqu'il n'y a pas d'indication au traitement eh bien antiplaquettaire, anticoagulant, et lorsqu'il y a une indication au traitement anticoagulant, c'est plutôt anticoagulant seul. Mais il faut regarder d'autres études et en particulier la sous-étude scanner de Galileo
qui montre que lorsqu'on regarde le groupe rivaroxaban, eh bien, l'effet sur la thrombose de valve est très nettement supérieur par rapport à ce qu'on voit avec le traitement antiplaquettaire. Donc, on est pris dans un dilemme où l'anticoagulant oral direct fait moins bien sur les événements cliniques, mais prévient la thrombose de valve. Donc, on a besoin d'un petit peu plus de données pour pouvoir voir exactement la place du traitement par NACO. En tout cas, on sait, d'après l'étude Popular TAVI, que lorsqu'il y a une indication au traitement anticoagulant oral, l'ajout du clopidogrel n'est pas nécessaire parce que ça fait plus saigner. Mais vous voyez, dans cette étude, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie interaction entre le type de traitement anticoagulant utilisé et bien le risque de saignement. Et vous voyez que les NACO font clairement moins saigner que les AVK. Alors, c'était pas, disons, un objectif primaire de l'étude, puisque les patients étaient majoritairement sous AVK, mais ça fournit quand même des pistes intéressantes. Et je pense que l'étude Atlantis va répondre à cette question. Elle est terminée, les inclusions sont terminées, l'adjudication des événements est terminée et on attend les résultats pour l'ACC 2021. Donc, soyez encore un petit peu patients. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les déterminants du traitement antithrombotique chez ce patient sont multiples, les comorbidités, mais également le device, les maladies concomitantes, et que la place des NACO va être entérinée probablement avec les données de l'étude Atlantis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de, données contre les NACO dans le contexte du TAVI. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à partager avec vous les données les plus récentes concernant cet essai très important dans le chapitre du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, l'essai Emperor Reduced avec l'empagliflozine dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Je vais essayer de donner avec vous les résultats non seulement de cet essai, mais de son essai jumeau qui est DAPA-HF avec la dapagliflozine, parce que c'est l'ensemble des preuves fournies par les deux essais qui est le plus important dans la mesure où ces épreuves sont vraiment très complémentaires. En effet, ces deux essais étaient très identiques avec des critères principaux et secondaires qui étaient très similaires, comme vous le voyez ici. Les deux essais utilisaient une seule dose sans besoin de titration. Gardez ça à l'esprit parce que c'est extrêmement facile à appliquer les résultats puisqu'il n'y a pas besoin d'augmenter les doses, de commencer à des doses faibles. C'est une seule dose pour tout le monde. Et ces essais avaient une durée de suivi qui était relativement courte parce qu'il y avait beaucoup d'événements. Il y avait beaucoup d'événements parce que ces essais étaient enrichis pour avoir beaucoup d'événements. Les critères d'inclusion étaient basés sur une fraction d'éjection basse et un certain niveau de NT-proBNP élevé. De fait, l'enrichissement était beaucoup plus proactif dans les essais Emperor Reduced. Et c'est pour ça, comme vous le voyez ici, il y avait en effet des patients un peu plus sévères dans Emperor Reduced, dans DAPA-HF. Le problème n'est pas d'opposer ces deux essais, c'est au contraire d'utiliser le meilleur des deux mondes. En effet, avec ces deux essais, nous arrivons à couvrir un panel de sévérité et de caractéristiques cliniques de patients très large et donc de rendre la généralisabilité et l'application des résultats beaucoup plus aisée, ainsi qu'un panel de fonctions rénales très très large parce que la débit de filtration glomérulaire d'inclusion était très bas à 30 dans DAPA-HF, 20 dans Emperor Reduced. Alors, bien sûr, le résultat principal n'est pas surprenant puisque la méta-analyse que j'ai publiée dans The Lancet tout de suite après que nous ayons disposé des essais Emperor Reduced ne fait que confirmer que 1 plus 1 égale 2. En effet, les résultats des deux essais étaient strictement identiques avec presque 25% de baisse du critère principal. Et bien sûr, la méta-analyse ne fait que confirmer ça. Ça, c'est pas un scoop. Par contre, ce qui est important, c'est que lorsqu'on met les deux essais ensemble, on gagne en puissance et on peut aller regarder des critères secondaires, on peut aller regarder des sous-groupes. Et vous voyez, l'analyse en sous-groupe montre que le bénéfice du traitement était valable, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, chez les obèses et les non-obèses, chez les diabétiques et non-diabétiques. Je vous rappelle que ces essais étaient faits pas du tout pour le diabète, mais pour le traitement d'insuffisance cardiaque chez les diabétiques et non-diabétiques, et les résultats étaient les mêmes. Et quels que soient les niveaux de fonction rénale et quels que soient les antécédents d'insuffisance rénale et quels que soient les antécédents d'insuffisance cardiaque. Donc,
une très grande homogénéité des résultats à travers les deux essais, mais à travers plusieurs sous-groupes dans les mêmes essais. Nous avons multiplié les analyses et il y a eu depuis 4 ou 5 articles publiés récemment qui montrent qu'au-delà des critères principaux, toutes les autres façons d'observer si les malades s'améliorent globalement, ce qu'on appelle la stabilité, étaient positives, que ce soit le nombre total des hospitalisations par insuffisance cardiaque, que ce soit les hospitalisations en réanimation, les hospitalisations avec usage de vasopresseurs ou d'inotropes, que ce soit aussi l'intensification ou l'initiation du traitement diurétique. Tous ces événements étaient moins importants avec le traitement actif empagliflozine ou dapagliflozine. Nous avons fait, comme pour Dapagliflozine, et les résultats sont très similaires aussi, ici c'est Unproduced, une analyse selon le temps de début d'initiation du traitement pour voir quand est-ce qu'on commence à toucher les bénéfices du traitement. Et vous voyez ici que dès le 12e jour, même pas 2 semaines, il y a un bénéfice sur la réduction des réhospitalisations et la mortalité et les visites urgentes pour insuffisance cardiaque. Donc un bénéfice extrêmement précoce et vous verrez les patients revenir très vite vous dire « je me sens mieux ». Et vous dire « je me sens mieux » parce qu'on a analysé aussi la qualité de vie avec le questionnaire KCCQ et vous voyez aussi toutes les dimensions de qualité de vie, que ce soit la dimension physique, la dimension mentale, la dimension sociale, tout était amélioré de façon significative. Cette analyse est vraiment très importante parce que l'analyse du premier événement de morbimortalité, il y a dans le pire des cas 25% des patients qui ont un événement, ça veut dire que 75% des patients ne comptent pas dans l'analyse statistique. Ici, avec la qualité de vie, puisqu'il y a des questionnaires chez tous les patients comptent. Donc, on a vraiment des résultats complètement exhaustifs. C'est la même chose aussi pour l'analyse de l'évolution NYHA. Vous voyez ici, dès la 4e semaine, on a plus de patients qui s'améliorent et moins de patients qui se détériorent sous empagliflozine. Et là, c'est tous les patients, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas eu d'événement. Donc, clairement, un carton plein sur les bénéfices cardiaques et cardiovasculaires. Sur le plan rénal, parce que ces essais étaient bien des essais cardio-rénaux, vous voyez qu'en effet, il y a un ralentissement tout à fait significatif du déclin, par ailleurs inexorable, de la fonction rénale. Alors, il y a ce déclin initial qui est purement physiologique, qui est récupérable et qui n'a aucune signification pathologique, qui n'est pas associé à une aggravation de la fonction rénale et qui ne prévient pas du tout le bénéfice cardiovasculaire. Donc, il ne faut presque pas mesurer la créatinine dans les suites du début du traitement. Et nous allons marteler ce message pour ne pas tomber dans le même piège qu'avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, où les médecins prennent peur et arrêtent dès qu'ils voient la créatinine baisser, la créatinine augmenter. Donc, pardon, il ne faut pas mesurer la créatinine. Ne tenez pas compte de cet événement initial précoce réversible parce qu'il ne correspond à aucune détérioration de la fonction rénale. Alors, preuve en est que le critère dur d'évolution vers l'hémodialyse ou l'insuffisance rénale terminale ou le déclin de 50% de la fonction rénale, lui, était favorablement influencé par le traitement de 50%. Il y a 50% de prévention de cet événement d'insuffisance rénale terminale. Donc, des bénéfices cardiaques et rénaux, des bénéfices tout à fait superposables chez les patients, quel que soit leur degré de sévérité, des bénéfices tout à fait superposables, quel que soit le sous-groupe de patients, et des bénéfices aussi entre les deux essais complètement superposables, ce qui donne une robustesse statistique très importante à ces résultats. Sur le côté de la tolérance, c'est un hypoglycémien, mais il n'y a pas d'hypoglycémie sévère. C'est des médicaments qui traitent l'insuffisance cardiaque, mais vous n'avez pas de risque de hypotension, vous n'avez pas de risque d'aggravation de la fonction rénale, au contraire, et il n'y a pas de risque d'hypocalémie, d'hypercalémie. Donc, tous les soucis que nous avons avec les traitements d'insuffisance cardiaque en général, nous ne les avons pas ici. Donc, on s'attend à ce que nous allons pouvoir démarrer ce traitement de façon très facile dans l'immense majorité de nos patients. Où est-ce qu'on peut démarrer le traitement? On peut le démarrer chez les patients stables, chroniques, mais aussi à l'hôpital. Et cette petite étude, Emperor Response AHF, a été faite chez les patients à l'hôpital qui montre que le démarrage d'empagliflozine chez les patients en décompensation cardiaque
est totalement bien toléré. Donc, démarrez le traitement dès que vous pouvez chez tous vos patients à fraction d'éjection réduite. Et cette dernière diapositive résume les résultats. 25% de diminution du critère principal de risque d'insuffisance cardiaque hospitalisée ou de mortalité cardiovasculaire, 30% de diminution de risque d'hospitalisation par insuffisance cardiaque de toutes les hospitalisations et 50% d'amélioration de la fonction rénale, en tout cas de prévention de l'insuffisance rénale terminale. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour. L'étude galactique test de l'omégantine mécarbine dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite s'inscrit dans la recherche, dans la quête du Graal. On recommence. Regardez-moi le tour. Il ne faut pas hésiter, peut-être si je perds 30 secondes, c'est tout. On y va. Bonjour, l'étude galactique qui teste l'intérêt de l'omégantine mécarbine dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite s'inscrit dans la quête du Graal que constitue la recherche d'un inotrope positif idéal. Et je remercie le laboratoire Amgen et Servier d'avoir relevé ce défi. L'omégantine mécarbine, c'est un myotrope qui va être un activateur direct de la myosine, augmentant le nombre de ponts entre l'actine et la myosine, ce qui permet d'augmenter le volume d'injection systolique sans action sur la teneur calcique intramyocitaire, sans modification de la DPD, sans modification de la MVO2, qui a été testée dans deux études. D'abord, une étude de dose, l'étude Cosmic Trial, qui a montré un effet dose-dépendant sur le volume d'injection systolique de 25 à 50 mg 2 fois par jour, et qui, globalement, est un essai qui a démontré une amélioration, un allongement du volume du temps d'injection systolique, une augmentation du volume d'injection systolique, une diminution des volumes cavitaires, une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution du NT-proBNP, ce qui a conduit à la réalisation d'une étude galactique, qui est un essai multicentrique international qui a donc testé l'omégantine mécarbine à dose initiale de 25 mg 2 fois par jour, puis croissante, versus le placebo, chez des patients particulièrement fragiles, puisqu'il va aller avoir une fraction inférieure à 35%, des taux d'NT-proBNP élevés, et avoir été récemment hospitalisé pour insuffisance cardiaque depuis moins d'un an, ou être actuellement hospitalisé pour insuffisance cardiaque, et avec des critères d'exclusion très larges, puisqu'on pouvait inclure des patients qui sont d'habitude exclus des essais thérapeutiques, on pouvait aller jusqu'à 85 mm de pression artérielle systolique, jusqu'à 20 ml de clairance. Et le critère primaire, c'est le critère classique des études dans l'insuffisance cardiaque, les décès cardiovasculaires, ou le premier événement pour insuffisance cardiaque aiguë, c'est-à-dire une hospitalisation ou un passage aux urgences ou une décompensation cardiaque aboutissant à une optimisation du traitement en sus de la variation des durées. 8256 patients ont été randomisés et avec un suivi médian de 21,8 mois et un seul perdu de vue. Et la France a donné sa part de travail puisque 206 patients ont pu être inclus. Ce sont des patients particulièrement sévères puisque la fraction d'éjection médiane était de 27%, 47% étaient en classe 3 ou 4 de la NYHA et qui étaient particulièrement bien traités puisque quasiment tous avaient un blocage sur l'hémorragie, dont 20% une association de sacubitril valsartan, 78% avaient un antagonisme des récepteurs minéralocorticoïdes et près de la moitié avaient un traitement électrique de la insuffisance cardiaque. En France, on a inclus des patients encore plus sévères, puisque 33% étaient hospitalisés au moment de l'inclusion pour des compensations versus 25% au plan national, un NT-proBNP moyenne de 3000 et un DFG moyenne de 48 contre 58 au plan national. Et puis, surtout, on a inclus des patients qui étaient parfaitement bien traités, puisqu'ils avaient quasiment tous un blocage cérébrale-glycine ou un bêta-bloquant. Et parmi ceux-là, parmi les blocages cérébrale-glycine, 47% des patients étaient déjà sous sacubitril valsartan. 61% étaient sous l'antagonisme récepteur minéralocorticoïde et 73% avaient un traitement électrique de leur insuffisance cardiaque. Donc, des patients parfaitement bien traités et malgré le traitement médical optimal, on a obtenu une diminution significative de 8% du critère primaire qui associe les décès cardiovasculaires aux événements pour insuffisance cardiaque et qui se pérennise avec le temps et qui est dû à une diminution des événements cardiaques aigus, notamment des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, sans variation, ce qui était cherché de la mortalité. Donc, on a enfin un inotrope
et actif, qui n'augmente pas le risque de décès, qui améliore en plus les scores de qualité de vie de nos patients, notamment chez les patients en insuffisance cardiaque décompensée hospitalisée. Alors 8%, c'est pas beaucoup, mais quand on regarde l'analyse en sous-groupe, il y a un P d'interaction qui s'allume, c'est pour la fraction d'éjection, P est égal à 0,03, puisque les patients qui ont une fraction d'éjection en dessous de la médiane, qui était de 28%, ont un bénéfice nettement supérieur, diminution de 7% du critère primaire. Et cette analyse en sous-groupe permet de fabriquer le portrait robot idéal du patient à mettre sous sacubitril valsartan. Il a une fraction d'éjection à 28%, il a été récemment hospitalisé pour insuffisance cardiaque, il reste en stade 3 cas d'YHA, le NT-promène de P reste élevé supérieur à 2000, et au mieux, il est en rythme sinusal. Et on a une inotrope qui est surtout particulièrement bien tolérée, puisque par rapport au placebo, pas de variation significative de la pression artérielle, pas d'impact négatif sur la fonction rénale ou sur la kaliémie, diminution du NT-promène de P, une variation non cliniquement significative, 0,04 nanogrammes par millilitre de la troponine. Et ceci sans risque d'événement clinique secondaire, puisqu'il n'y a eu aucun événement ischémique par rapport au placebo surnuméraire, aucun trouble du rythme auriculaire ou ventriculaire par rapport au placebo. Et donc, pour la première fois, on procède à un inotrope positif, qui est un myotrope, qui diminue le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë, sans augmentation du risque de décès, qui est particulièrement bien toléré. On n'a pas à craindre d'arythmie ventriculaire, on n'a pas à craindre d'événements ischémiques. Alors, il va falloir le réserver à des patients particuliers. Ce n'est pas un médicament à donner en première, en deuxième ou en troisième intention. C'est un médicament que l'on va donner chez les patients qui restent symptomatiques, en insuffisance cardiaque avancée, ou qui viennent d'être hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aiguë, quand une fraction d'éjection basse supérieure à 28%, et au mieux, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont des problèmes de P qui restent élevés supérieurs à 2000, le mieux en rythme sinusal. Et donc, c'est des patients à qui on ne peut pas traiter de manière optimale, souvent par une tension artérielle basse, une insuffisance rénale. Là, on n'a pas à craindre d'effets secondaires rénales ou tensionnels. Et donc, c'est vraiment un médicament qui est très attendu, du moins par les spécialistes de l'insuffisance cardiaque. Donc, merci de votre attention. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc les résultats de l'étude Alpheus qui ont été présentés à l'AHA dernière. Voici mes conflits d'intérêts. Il s'agit donc d'une étude qui a été menée par le groupe académique Action à la Pitié-Salpêtrière avec comme sponsor l'assistance publique des hôpitaux de Paris et grâce à un financement par le fonds de dotation Action et AstraZeneca. Donc, l'étude concerne les patients qui vont avoir une angioplastie élective, donc une intervention qui est très fréquente et considérée comme safe, avec moins de 1% de complications sérieuses. Néanmoins, il existe des complications fréquentes qui sont les infarctus périprocéduraux ou les souffrances myocardiques qui sont détectées par les biomarqueurs, notamment la troponine ultrasensible. Ces micro-infarctus ont une valeur pronostique et il a été démontré dans plusieurs études que les patients ont un meilleur pronostic s'ils n'ont pas ces petits infarctus périprocéduraux. Et récemment, nous avons publié dans l'European Heart une méta-analyse de 10 000 patients sur données individuelles montrant qu'il y avait une relation de ces infarctus, mais y compris des petits infarctus, avec la mortalité, sans bien sûr pouvoir dire si c'est un facteur de risque ou un marqueur de risque. Donc, l'étude Alpheus était une étude dont l'objectif était de voir si le ticagrelor, un antithrombotique plus puissant que le clopidogrel, pouvait réduire ces infarctus périprocéduraux dans des patients allant avoir une angioplastie élective considérée à haut risque. Donc, il s'agit d'une étude internationale réalisée dans 2 pays, dans un peu moins de 50 centres, majorité de centres français et nos collègues de République tchèque nous ont aidés à finir l'étude. Et donc, les patients qui avaient une troponine négative à l'entrée, qui devaient avoir une angioplastie, étaient randomisés contre du ticagrelor ou du clopidogrel en dose de charge. Ils avaient l'intervention et ensuite on mesurait la troponine en post-intervention. Et notre critère primaire était donc un critère de jugement sur les infarctus du myocarde de type 4A, les thromboses de stent ou les micro-infarctus, les souffrances myocardiques, donc à la sortie. Les patients étaient suivis 1 mois, ils avaient une dose de charge soit de ticagrelor, soit de clopidogrel aux doses habituelles.
Voici les résultats de l'étude en termes de description de la population. Il s'agit d'une population classique d'angioplastie élective plutôt à haut risque, avec presque 35% de diabétiques, 60% de multitronculaires. Les procédures étaient réalisées par voie radiale, majoritairement, et vous voyez qu'on avait le droit d'utiliser le clopidogrel chez les patients. Les patients avaient dans 93,2% des cas une troponine négative à l'entrée et on avait admis des patients avec une très légère troponine positive à l'entrée à partir du moment où c'était dans la zone grise des tropos ultrasensibles. Premier résultat de l'étude, nous avons fait une étude ancillaire biologique pour démontrer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que le ticagrelor en dose de charge agit plus vite avec une meilleure inhibition plaquettaire et de façon plus prolongée, puisque le lendemain, il y avait également un effet plus marqué du ticagrelor par rapport au clopidogrel. Voilà, donc ça, c'est juste des choses pour être sûr que le médicament marche. Et donc, c'était le cas. Donc, les patients étaient mieux traités au moment de l'angioplastie. Et voici les résultats principaux du critère primaire. Donc, pas de différence entre le ticagrelor et le clopidogrel sur les taux d'événements. Vous voyez qu'il y avait 35% d'événements, 36% dans l'autre bras. Pas de différence. Premier message important, l'étude avait la puissance nécessaire puisque nous avions tablé sur 30% d'événements donc pour montrer une différence significative. Et deuxième message important, vous voyez que les trois composants de ce critère primaire ne sont pas modifiés, donc il y a une homogénéité des résultats, que ce soit pour les thromboses de stent rares, 0,3% dans chaque bras, les infarctus type 4A, 8,5% pour le 4A, et ces souffrances myocardiques majeures qui correspondaient à la troisième définition universelle de l'infarctus, qui était présente dans 27% des cas. Au milieu de l'étude sont apparues de nouvelles définitions de l'infarctus du myocarde en 2018, et nous avions modifié l'étude, le protocole, pour inclure cette définition qui est très sensible, quand vous voyez qu'il y avait, utilisant cette définition, plus de 77% d'événements, et donc c'est toutes les élévations de troponine post-interventionnelles. C'est peut-être un peu trop sensible. Néanmoins, même sur ces micro-infarctus, il n'y avait pas d'effet, comme vous pouvez voir, du ticagrelor par rapport au clopidogrel. Nous avions regardé les événements cliniques à 30 jours et il n'y avait pas de différence entre les deux bras. Et vous voyez que tous les événements sont tirés par les infarctus périprocéduraux et que les événements graves, que sont les décès ou les AVC, sont extrêmement rares dans l'angioplastie élective, heureusement, avec des taux allant de 0 à 0,2%. En termes de sécurité, vous voyez que le ticagrelor n'a pas entraîné d'augmentation des saignements majeurs. À 48 heures, il n'y a pas de différence entre les événements, y compris les saignements mineurs. Et à 30 jours, avec la dose d'entretien de ticagrelor en comparaison avec du clopidogrel, et sans surprise, il a été noté plus d'événements mineurs, de saignements mineurs par 1 ou 2. Et bien sûr, plus d'effets secondaires non liés aux hémorragies, comme les dyspnées liées à l'effet adénosine du ticagrelor. En conclusion, donc, cette étude donne des informations importantes sur l'infarctus périprocédural, et bien qu'on ait utilisé un traitement antithrombotique plus efficace que le clopidogrel, nous n'avons pas réussi à diminuer les infarctus périprocéduraux, et donc cela pose la question du mécanisme de ces infarctus. Est-ce que ce sont des embolies de plaques? Est-ce que ce sont des anomalies mécaniques avec des dissections coronaires ou des pertes de branches qui ne peuvent pas être éliminées par un traitement plus puissant? Donc, il reste encore beaucoup de données à analyser et beaucoup d'études à faire. Le papier a été publié dans le Lancet et vous pourrez y trouver une analyse poolée des résultats de l'étude Sasikaya avec le prasugrel qui avait un design similaire. Et vous voyez que les résultats sont concordants avec une absence de bénéfice sur les événements durs du prasugrel ou du ticagrelor par rapport au clopidogrel. Alors, en conclusion de l'étude Alpheus, malgré un effet anti-agrégant plaquettaire plus puissant du ticagrelor, nous n'avons pas réussi à diminuer les taux d'infarctus périprocéduraux chez ces patients devant avoir une angioplastie coronaire stable. Il n'y avait également pas de différence dans les événements cliniques majeurs ou les hémorragies majeures, mais une augmentation des saignements mineurs et des dyspnées. Donc, pas de bénéfice pour cette utilisation de cette stratégie nouvelle dans l'angioplastie coronaire stable.